Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Bonjour Adriane, bienvenue à toi. Bonjour Anne-Émilie, merci de m'accueillir. Et ben avec grand plaisir ce matin. Hop, alors je vais remettre la présentation en grand écran. On se retrouve ce matin pour une nouvelle thématique intitulée Comment réussir les 100 premiers jours de sa création d'entreprise, un vrai défi. Vous allez nous en parler ce matin parce que vous êtes deux intervenants. Il y a Patrick qui va pas tarder à nous rejoindre, Patrick Maurice qui est cofondateur et CEO de Dougs. Il va nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste et ce qu'il vous propose. Et puis Adriane qui est directeur de Neo Camino qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Pareil, tu nous en diras un petit peu plus sur Neo Camino juste après. Ce que je vous propose, comme vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait dans le chat, c'est de nous mettre un petit coucou. Et éventuellement aussi, moi, je trouve ça super intéressant que vous puissiez nous partager vos activités, vos fonctions, enfin voilà, vos projets, si vous êtes en projet de création d'entreprise. N'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus sur vous. Ça nous permet de mieux nous rendre compte de qui se trouve dans nos webinaires et puis aussi de prendre des exemples très concrets dans la salle. Donc, n'hésitez pas à nous partager tout ça directement dans le chat. Ce que je vous propose en introduction, et puis pendant que Patrick se prépare pour nous rejoindre, c'est de vous présenter très rapidement les Folies Web. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a toujours des gens dans nos événements qui ne nous connaissent pas, donc c'est important que vous sachiez un petit peu qui on est. Les Folies Web, on organise des événements gratuits, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France, mais aussi des sessions en ligne comme aujourd'hui. Tous nos événements sont gratuits, concrets et actionnables. Donc, qu'est-ce qu'on entend par actionnable? C'est qu'on veut vous aider à passer à l'action les petites entreprises pour réussir sur Internet. Alors, les petites entreprises, c'est à la fois les dirigeants de petites entreprises, mais aussi les indépendants, les solopreneurs, et puis parfois des porteurs de projets aussi qu'on accompagne. Et à réussir sur Internet, c'est vaste. C'est tout simplement vous aider à atteindre vos objectifs grâce au numérique. Alors, on nous demande souvent comment c'est possible d'organiser tous les événements qu'on organise de manière gratuite. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux partenaires co-organisateurs qui nous aident à organiser ces événements tout au long de l'année. Notre premier partenaire, c'est l'AFNIC. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une association à but non lucratif qui gère l'ensemble des noms de domaines en .fr. Donc, c'est le gestionnaire du .fr en France. Il y a plus de 4 millions d'adresses de sites en .fr, donc c'est assez énorme. Et la FNIC soutient les Folies Web via son programme qui s'appelle Réussir en .fr. Réussir en .fr, c'est une plateforme de conseils et de témoignages que je vous invite vivement à aller regarder. Vous y trouverez une mine d'informations pour développer votre activité grâce au numérique. Et puis notre deuxième partenaire, je vais passer assez rapidement, je pense que Adriane vous en dira bien plus que moi, puisqu'il est vraiment dans le bain au quotidien de Neo Camino. Neo Camino, leur promesse, c'est de vous aider durablement grâce au numérique, de vous faire réussir durablement grâce au numérique. Ils sont vraiment au service de votre réussite digitale via les 3 volets d'accompagnement que vous voyez ici à l'écran. Un accompagnement stratégique tout d'abord, la fourniture d'un logiciel de marketing tout en un, et puis une agence web qui est présente à vos côtés pour la délégation de prestations, par exemple de création de sites, de référencement naturel, etc. Si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur déjà nos partenaires, qui ils sont, et puis surtout voir un petit peu les offres qu'ils proposent dans le cadre des Folies Web, je vais vous partager dans le chat le lien vers notre ressourcerie Folies Web, qu'on appelle ressourcerie. C'est une petite page où vous avez une mine d'informations, donc je vous invite vraiment à prendre ce petit lien et à le mettre de côté pour pouvoir regarder ça un petit peu plus tard. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions directement, s'il vous plaît, dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Ça nous permettra de faire un petit peu le tri dans les questions et de les avoir surtout toutes à un même endroit. N'hésitez pas aussi à remplir le petit questionnaire que je vous fournirai en fin de session, à la fois pour nous dire ce que vous avez pensé de l'événement, mais aussi pour télécharger le support de la présentation que Adriane et Patrick vous ont préparé. Et puis aussi, pourquoi pas, pour demander à être recontacté. Alors, par l'intervenant du jour, du coup, on va dire que ça sera Patrick, puisque vous avez la possibilité de demander à être contacté par Neo Camino directement sur un autre onglet. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'Adriane va prendre la parole et puis je vais voir pendant ce temps avec Patrick pour essayer de le faire arriver jusqu'à nous. Carrément. Merci beaucoup Anne-Émilie et je suis trop content d'être là et c'est génial on est trop content de ce qu'on peut faire avec les Folies Web. Euh, bah, je, Patrick devait démarrer, alors je vais sauter quelques diapos pour qu'on avance.
et parler directement de la partie qui me concerne plus, qui est celle d'accompagner à trouver des clients et se développer, et développer ses activités, ses premiers clients, du coup, dans les 100 premiers jours. Ces 100 premiers jours qui sont vraiment importants dans le lancement d'une activité. J'en profite, si on peut être ultra concret, vous apporter des choses, si vous avez des questions qui vous tracassent en ce moment, si vous êtes dans cette phase où peut-être vous l'avez passé, vous avez des retours d'expérience, allez-y, utilisez le chat dès maintenant et comme ça, on va essayer de répondre un maximum à ces questions avec Patrick pendant ce webinaire. Je voulais démarrer par le début. Pour moi, c'est quand on se lance, c'est essentiel et dit comme ça paraît vraiment évident, mais c'est essentiel d'avoir sa stratégie qui est bien là, qui est bien connue et de savoir où on va. Bonjour Patrick. Donc cette stratégie, c'est votre GPS. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un cap? Est-ce que vous savez du coup où est-ce que vous allez passer votre temps? Est-ce que vous savez sur quoi dépenser votre argent? Cette stratégie, elle doit répondre à ces questions-là pour vous offrir de la clarté. Au démarrage, on a plein de choses en tête, plein d'idées, plein d'énergie. Et cette énergie-là, si on arrive à l'utiliser dans la bonne direction, ça va nous permettre de réussir. Et c'est l'objectif, du coup, de bien définir cette stratégie. Sur le digital, c'est pareil. Si un levier, c'est un levier, le digital, ou tout ce qu'on peut faire sur le digital, qui s'insère dans votre stratégie. Sans la stratégie, on va perdre du temps et on va perdre son argent au final. Là, vous avez un panorama vous avez un panorama de ce qu'on peut faire en termes de communication, soit digital ou pas digital, avec des relations presse ou autre. Est-ce qu'il faut aller sur Facebook? On va vous dire d'aller sur LinkedIn, de faire de la pub, de faire des relations presse, de vendre en direct via des partenaires. La seule vérité dans tout ça, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. Si vous demandez à un site internet à une agence, elle va vous faire un site internet. Mais à quoi va servir ce site? Quel est son rôle dans votre stratégie? Tout ça, c'est des questions auxquelles vous devez avoir une réponse avant de consacrer du temps, avant du coup d'investir de l'énergie et des sous sur ces sujets-là. Donc cette stratégie vous permet de faire un tri et elle vous permet de mettre vos ressources au service de votre objectif de manière claire et surtout sereine, efficiente dans ces 100 premiers jours qui peuvent être stressants, stimulants et où il y a un risque de partir dans tous les sens. Nous, on a une conviction, c'est que chaque chemin, il va être unique. Et du coup, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je ne vais pas vous offrir une solution miracle aujourd'hui et vous dire dans les 100 premiers jours, il faut absolument faire ça et ça et ça. Je ne peux pas. En fait, ça n'existe pas, à mon avis, cette solution-là. Quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire sans avoir pris le temps de vous écouter, sans avoir pris le temps de comprendre votre activité, il vous dit des bêtises. C'est sans malveillance, le plus souvent, mais la bonne stratégie, elle doit être construite pour vous et pour ça, il faut connaître votre histoire, il faut connaître votre projet et ça, c'est essentiel. Donc, nous, on en fait plus de 400 par an des stratégies digitales et, ce qu'on sait aujourd'hui, on a une conviction qu'on va avoir deux entreprises concurrentes qui n'auront pas la même stratégie. Ce serait un non-sens de leur fournir la même stratégie. Si vous avez deux coiffeurs qui sont côte à côte dans une rue, ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même objectif. Et surtout, ils doivent se différencier l'un de l'autre. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ils doivent parler à des cibles différentes. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont importants pour établir votre stratégie, c'est comprendre quel est votre chemin à vous, humain, en tant qu'entrepreneur, et comment ça se décline dans une stratégie qui va vous parler, sur lesquelles vous êtes aligné. Donc, tout ça, c'est des questions très générales, mais qui sont vraiment clés. Sans ça, si vous sautez dans du concret, vous risquez de perdre du temps, perdre de l'énergie, de vous fatiguer. Voilà. Et sur ce point de la stratégie, il y a un dernier élément important. Vous démarrez avec ces grands rêves, avec de grands objectifs peut-être, et ça c'est génial, avec l'envie de monter votre projet, de vivre votre activité. Et c'est trop chouette, et je suis passé par là, et je m'en souviens bien de ces premiers jours, ces premiers mois. Et donc ça, il faut le garder. Et il faut aussi redécouper ces grands objectifs en plus petites étapes
on ne peut pas sauter des étapes. Il y a des étapes qui sont là pour des bonnes raisons, et comme cette fleur qui s'ouvre, eh ben, elle ne peut pas sauter une des étapes. Donc, garder l'enthousiasme et le rêve, et puis penser derrière à être pragmatique sur les petits pas. De manière concrète, par exemple, une entreprise qui investit dans de la publicité sur Internet, si elle n'a pas un site efficient, elle jette ses sous par la fenêtre. Et on le voit tous les jours, malheureusement. Donc, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas non plus vendre une offre si on n'a pas bien défini à qui on la vend en amont. Enfin, ce sont des éléments importants, du coup, des étapes importantes à passer. Et ces étapes-là, il n'y a pas besoin de les réinventer. Patrick vous donnez le conseil, c'est pareil sur l'accompagnement, sur tous les aspects comptables, juridiques, sur la création d'une entreprise. Il y a des experts comme lui qui savent faire, qui ont déjà fait ça des centaines, voire des milliers de fois. Et donc, la seule solution miracle, au final, le seul raccourci, c'est de se faire accompagner par des gens comme ça, parce que ce sont eux qui vont vous faire éviter des erreurs, et vous allez construire sur les épaules de tous ceux qui l'ont déjà fait avant, et tous les retours d'expérience qu'ils ont pu avoir. Et ça vous fait gagner du temps, ça vous fait passer les étapes plus vite. Voilà pour ces quelques éléments sur la stratégie. Est-ce que, Patrick, ça va? Ça va très bien. J'ai eu un problème d'Internet, visiblement. Je suis à mon domicile et je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionne d'habitude très, très bien. Et là, c'est coincé. Encore désolé pour ce retard. Et merci de cette introduction, Adrien, d'avoir fait le pas de sauter effectivement la partie comptabilité pour que j'y revienne tout à l'heure. Ouais, je pense que tu veux que je te repasse la balle, si tu veux, on peut Si repartir tu sur, veux, oui, sur ce oui, oui, oui. sujet-là. Moi, je ne peux qu'en confirmer déjà ce que tu dis, hein. Je pense que je vais me présenter en deux temps, trois mouvements. En fait, je pourrais me déterminer comme cofondateur de la société d'expertise comptable Doux, mais je suis avant tout entrepreneur, hein, et expert comptable aussi par la même occasion. Et ça, ce n'est qu'un diplôme. Donc, de façon très concrète, tout ce que tu dis, c'est hyper vrai parce qu'en fait, quand on se lance, eh bien, on se retrouve très rapidement coincé, quelle que soit la taille. Et franchement, s'occuper de son business, je pense que c'est la chose la plus idéale qu'il puisse faire. Et puis, vouloir s'occuper de tout, ça ne marchera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le plus vite on prend cette décision de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, eh bien, le plus vite, ce sera mieux, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper indispensable parce que c'est ça qui permet de réussir votre entreprise. Parce que se lancer, c'est déjà dur, on va pas se mentir, hein, c'est quand même un changement à la fois de mindset et à la fois également d'horaire. Donc, si en plus on est obligé de tout faire, c'est juste impensable, quoi. Moi, je sais que personnellement, je ne fais que l'expertise comptable. J'ai arrêté de peindre les murs, de poser la moquette, de faire du carrelage ou des trucs que je faisais quand j'avais 17-18 ans pour me consacrer à mon business parce que c'est là où je gagne le plus d'argent et c'est là où j'ai l'impression d'avoir la plus grande efficience. Voilà, c'est aussi simple que cela. Voilà. Bon. Je te passe la balle, du coup, tu voulais aborder les sujets de forme juridique, justement, les conseils, Oui, les écueils à éviter sur ces 100 premiers jours. Oui, on va faire très simple, hein, bien évidemment, hein. Certains d'entre vous, peut-être que vous m'avez vu déjà sur YouTube, hein, on a une chaîne qui est hyper fournie. 12 aujourd'hui, c'est 200 personnes, à la fois des ingénieurs et à la fois des juristes, des comptables, des fiscalistes, etc., avec des avocats. Mais on va aborder quelques points assez rapidement sur la forme juridique. Généralement, vous allez vous retrouver, quand vous travaillez seul et que vous êtes le seul associé, et vous aurez le choix entre globalement ces quatre-là. Je veux dire qu'il n'y a pas que 4 formes juridiques en France, il y en a bien plus, mais globalement, les autres paraissent un petit peu exotiques par rapport à celle-ci. Et donc, celle, effectivement, qu'on voit le plus souvent, c'est la micro-entreprise, hein, qui a eu un grand succès. Bon, petit bémol néanmoins, il faut savoir que 60% des micro-entreprises en France facturent 0 par année, hein. C'est assez paradoxal, mais c'est comme cela. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure forme juridique, parce que souvent, les gens se disent ouais, bon, j'ai pas de frais, et donc je me lance en micro-entreprise. On reviendra sur ces points-là. La deuxième forme juridique qu'on trouve
de moins en moins, c'est l'entreprise individuelle. C'est une sorte de continuité de la micro-entreprise lorsqu'on a dépassé les seuils et qu'on s'est fait attraper par la police, c'est-à-dire l'administration fiscale qui s'est aperçue que vous avez dépassé les seuils et automatiquement, vous basculez dans l'entreprise individuelle. Et puis, l'entreprise individuelle, on la retrouve aussi avec l'impôt sur les sociétés qui est assez sympa. Et puis, de l'autre côté, ce que j'ai mis à droite, c'est 2 formes de société, c'est-à-dire l'EURL et la SASU. EURL, qui est une SARL unipersonnelle, ça veut dire une société, et ça c'est une grosse différence, c'est la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, c'est exactement la même chose, ce sont des sociétés commerciales dans lesquelles la protection de votre patrimoine est au top. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, justement, on va quand même revenir dessus, sur cette protection. Alors, on nous fait souvent, on dit, ouais, c'est bon, l'entreprise individuelle, il y a une nouvelle loi, il y a eu la fusion avec le IRL et tout, c'est sympa. Bon, non, ce n'est pas aussi simple que cela. Parfois, vous êtes obligé d'aller voir un notaire pour pouvoir effectivement dire ce qui est actif, ce qui n'est pas actif professionnel, etc. Et donc, j'ai mis en graduation le niveau de risque. Quand vous êtes en SNC, par exemple, société en nom collectif, donc ça, quand je parlais d'exotisme, voilà ce type de société. Si un jour vous avez un problème, on ira sur votre patrimoine privé. C'est aussi simple que cela. Et même, quel que soit le pourcentage que vous avez, si vous avez une SNC avec 1% simplement et que derrière la SNC fait faillite, on peut vous demander les 100% de la liquidation. Deuxième, la société civile immobilière. Donc, vous voyez toujours qu'il y a le mot société à l'intérieur, mais en fait, il n'y a pas de protection du patrimoine. Le troisième, c'est l'entreprise individuelle qui s'est quand même améliorée. Mais bon, j'aurais tendance à dire que ça ressemble plus à des sparadraps sur des jambes de bois, quoi. Donc, on n'est quand même pas dans un truc totalement bien clair. Et puis, les 2 stars dans la protection, c'est l'EURL et la SASU. Encore, entreprise unipersonnelle, ça me dérange parce qu'entreprise, on a l'impression que c'est l'entreprise individuelle, mais ce n'est absolument pas le cas. Encore une fois de plus, c'est une société à responsabilité limitée qui va vous offrir le meilleur. Et si vous êtes 2 associés, parce que ça peut valoir parfois le coup, eh bien l'URL deviendra une SRL et la SASU deviendra une SAS. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je pense que c'est hyper important de bien l'avoir en tête. Et alors, je rappelle rapidement les impôts. Quand vous êtes en micro, par définition, vous êtes en impôt sur le revenu sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a, paradoxalement, on a des clients qui viennent nous voir et ils se sont aperçus, avec leurs calculs, d'ailleurs on a fait des simulateurs sur Doux, ils se sont aperçus qu'ils payaient plus de charges sociales et plus d'impôts sur le revenu en micro que s'ils étaient en société. Parce qu'il est évident que si votre seule dépense, c'est d'acheter un stylo, là-dessus, il n'y a aucune difficulté. La micro-entreprise, jusqu'à 70 000 et quelque chose, ça pourrait être sympathique. Mais si vous commencez à chercher les trucs pour pouvoir déduire, notamment passer votre loyer, une partie d'électricité, votre Internet, acheter des trucs, etc., et récupérer la TVA, la micro-entreprise, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Et donc, ça, c'est le premier, c'est la micro. L'entreprise, par définition, c'est l'impôt sur le revenu. Mais depuis très peu, maintenant, on peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'URL, par définition, c'est l'impôt sur le revenu. Mais on peut opter de façon irrévocable à l'IS. Et la SASU, c'est le contraire, c'est de l'IS. Mais dans les 5 ans, on peut opter pour 5 années d'impôt sur le revenu. Alors, il y a un truc qui va vous faire dire sans doute que finalement, le juridique, c'est totalement illisible, on ne comprend rien, il y en a de tous les côtés, etc. C'est du pain béni, en fait. La France est un pays dans lequel le juridique est très développé, bien plus que ses voisins directs comme l'Allemagne, la Belgique, etc. Et c'est juste du pain béni dans le sens où chaque situation va correspondre. Et la France est quand même un pays où on paye des charges sociales et de l'impôt, enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Et donc, il y a un article du Code général des impôts qui dit à vous de prendre les choix. Ça veut dire que ça ne sert à rien de se faire mal, autant prendre une forme juridique qui va vous convenir le mieux, quitte à changer au fur et à mesure. Pareil, vous pouvez très bien commencer par une SASU et ensuite opter pour une URL ou dans votre SASU, opter pour l'impôt sur le revenu. Bref, pour cette société par action simplifiée unipersonnelle, donc la SASU, il y a beaucoup de choix et l'URL, c'est pareil, l'entreprise individuelle, on peut le faire. Il n'y a que quelques petits blocages qui peuvent se faire. Alors, je parlais des étapes juste avant, ça permet de passer les étapes. Finalement, tous ces statuts, c'est une grande diversité. Finalement, la chance de s'adapter en fonction de là où on en est, démarrer simplement, rapidement, et puis structurer plus tard. Tu fais ça beaucoup ou tu le conseilles? Alors, moi, je conseille essentiellement, par exemple, quelqu'un qui va bénéficier, on reviendra dessus, mais de l'ARE,
le choix de la SASU est presque celui qu'il faut adopter à 100%. Mais on reviendra sur ces points. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a des adaptations dans la vie. Quand on travaille seul, qu'on a un salarié, qu'on augmente son chiffre d'affaires, qu'on veut avoir des dépenses et tout, parce que le business, au début, on essaye un petit peu de rabioter de tous les côtés au niveau des charges. Et puis, il arrive à un moment donné, on essaye d'avoir un petit peu de confort. On commence à se dire, tiens, le dernier MacBook Pro M2 Max, ça vaut 4 000 €, mais tiens, je vais me l'acheter. Bon, bah, tu es en micro-entreprise, tu te le payes de ta poche et tu ne pourras pas le déduire alors que tu es en société et tu récupères directement. Donc, j'ai essayé de donner quelques points. Donc, qu'est-ce qu'on aime? C'est la simplicité, la micro. La micro, c'est peinard, on fait du chiffre d'affaires, on balance des factures. Et ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne peut rien déduire. Mais c'est juste catastrophique parce qu'en fait, dans la réalité, c'est qu'on peut déduire des tas de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, tu te loges chez toi, ton entreprise, tu peux te prendre un loyer, tu peux prendre l'électricité, tu peux prendre une partie de tout. Et donc, tout ça, ça a quand même une importance énorme. Et ce qu'on n'aime pas aussi dans la micro-entreprise que je n'ai pas donné, c'est qu'il n'y a pas de protection du tout. Alors, vous allez me dire qu'en restant chez vous, il n'y a pas de risque particulier. Je dis non, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on est en micro-entreprise, on a un numéro SIRET et je ne connais pas beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont voir leur assureur pour leur dire, au fait, faites-moi une extension de mon activité sur mon assurance habitation, parce que si un jour ça crame chez eux et que c'est l'ordinateur qui est mis en cause, l'assureur il dira c'est votre poche. Donc si on est en société, on est protégé. Si on est en micro-entreprise, on pleure. Bon, voilà, donc c'est pas simple et bien évidemment c'est des cas un peu rarissimes, mais bon, dans une vie professionnelle comme moi, j'en ai vu tellement des vertes et des pas mûres que concrètement, je pense que la sécurité et la protection sont quand même la première source qu'il faut avoir en tête. Voilà, ça c'est le petit point que je voulais débattre. L'entreprise individuelle, je ne vois pas ce qu'on peut aimer, concrètement, je ne vois pas du tout. Et ce qu'on n'aime pas, c'est que, quel que soit le montant que l'on va récupérer à titre personnel, on devra payer sur un résultat, qu'on ait pris de l'argent ou pas. Et ça me dérange énormément, mais c'est une question de philosophie. Payer quand on reçoit de l'argent, ce n'est pas un problème. Payer payer de l'argent quand on n'a pas récupéré, ça me dérange énormément. Voilà, ça c'est le petit débat. Et puis pour le reste, pour le URL, c'est juste nickel sur l'IS. Et pour la SASU hier, ça c'est un truc très touchy dans lequel on peut faire des trucs géniaux, il n'y a pas d'autre mot, avec des avantages fiscaux, etc. Mais il y a un petit problème, il y a un petit risque de bombe d'un point de vue social, puisque l'État ne sait pas comment gérer fiscalement cette situation. Et donc, il y a un débat actuellement entre la sécurité sociale des indépendants qui voudraient récupérer du fric, l'administration fiscale qui ne sait pas comment faire. Donc, il y a un petit embroglio d'un point de vue juridique. Voilà, c'est le petit point dessus. Donc, j'ai parlé de protection, j'ai parlé de fiscalité. Je vous ai dit effectivement qu'il fallait absolument voir toutes les solutions possibles et qu'on pouvait bouger. Et puis, il y a le gros point qui est véritablement le choix social. Vous qui êtes salarié, vous ne vous êtes jamais posé de questions en vous disant, au fait, quel régime social j'ai? Vous avez le régime général de la sécurité sociale. Voilà, point barre. Et si vous vous mettez en tant que président de SASU, de SAS, que ce soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, vous allez rester dans ce régime-là. Alors que si vous bifurquez, que vous prenez gérant majoritaire de URL, SARL, micro-entreprise, entreprise individuelle, etc., vous basculez dans un autre monde qui s'appelle le TNS, travailleur non salarié, et vous dépendrez de la sécurité sociale des indépendants. Alors, ça a un avantage, c'est que ça coûte un petit peu moins cher après qu'on ait fini les ARE, je reviendrai sur ce point-là. Il y a un gros inconvénient, c'est que c'est un casse-tête. Voilà, c'est chiant. Je ne sais pas quelles personnes ont pu imaginer des systèmes comme cela, puisque vous payez d'abord des acomptes, puis après, il y a ensuite, un an après, il y a une régularisation qui se fait, puis ensuite des régularisations des acomptes, et puis encore des trucs, ça veut dire que pendant 3 ans, vous avez des sommes qui vous tombent comme ça, sans trop savoir de quoi il s'agit. Alors, pour faire simple, si on veut à peu près bien vivre, à chaque fois qu'on se met 100 € dans la poche, il faut mettre 50 € quelque part pour le régime de la sécurité sociale des indépendants. Alors que l'avantage avec le SASU, c'est qu'on se donne un bulletin de salaire, on donne de l'argent, top, terminé, fin de l'histoire, et on n'en parle plus. Et ça, c'est très important lorsqu'on n'a pas
une vision de ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou ce qui se passe, la TNS, c'est un régime où vous avez l'impression de prendre comment dire, des douches froides, chaudes, enfin ce qu'on appelle des douches écossaises, de façon quasi permanente. Et au bout de 3 ans, vous trouvez enfin un certain confort qui va vous permettre de mieux comprendre la situation. Du coup, j'ai essayé de remettre ça avec 3 scénarios possibles pour essayer de répondre le plus aux attentes. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire absolument, mais globalement, quand même, il y a quelques idées. Moi, prenons un créateur, il n'a pas d'ARE, hein, donc il n'a pas bénéficié de la rupture conventionnelle, ou il l'a déjà terminé, il était en micro-entreprise, et il ne souhaite pas grandir spécialement. Bon, le choix d'un micro, avec un point d'interrogation, c'est peut-être pas mal, et c'est peut-être un bon moyen de commencer à faire quelque chose si on n'a pas de dépenses à côté. Ça peut être assez sympa. Rapidement, vérifiez effectivement votre prévoyance, hein, pour que si vous arrive un pépin, comment vous êtes assuré, etc. Donc, quand je parlais justement de micro-entreprise et de dépenses qu'on avait, ben, c'est ça, parce que quand vous êtes en micro-entreprise, vous êtes livré à vous-même. Et puis, franchement, la sécurité sociale des indépendants, lorsque vous touchez les indemnités qu'ils vont vous donner, vous pleurez. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Enfin, franchement, là, vous êtes à la rue, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, une bonne prévoyance au cas où il vous arrive un pépin majeur. Alors, quand je parle de prévoyance, je ne parle pas de mutuelle, hein, je ne parle pas des boîtes de médoc, etc., pour savoir si vous aurez 5 centimes de plus ou pas. Je parle du truc monstrueux qui malheureusement peut arriver à chacun, dans lequel vous êtes immobilisé 6 mois, 1 an, ou le restaurant de au jour. Si vous n'avez pas une prévoyance digne de ce nom, eh bien, vous serez à vie pauvre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je pense que c'est un point qui est important, d'autant plus que la plupart des gens quand même, qui se lancent sont quand même jeunes et que ça coûte que dalle. Donc, prévoyez effectivement ce genre de choses. Deuxième, rapidement aussi, une responsabilité civile. Si vous écrasez la queue du chien du roi d'Angleterre, avant je disais la reine, mais malheureusement elle est décédée, donc on va parler du roi d'Angleterre, quelque part on va vous demander des centaines de milliers d'euros, et une responsabilité civile, c'est quelqu'un qui rentre chez vous, qui se casse la binette, c'est vous qui faites une bêtise, ça coûte 400-500 balles, mais pensez. Et puis, au bout de X mois, quand les choses vont bien, éventuellement une URL. Pourquoi? Parce que l'URL, on reste dans la gérance majoritaire, on reste TNS, et je trouve que c'est sans doute la meilleure forme parce que c'est moins coûteux quand même, puisqu'on n'aura pas d'ARE, etc., que la SASU. Donc voilà, ça c'est un premier scénario que j'avais envie de parler. Le deuxième scénario, c'est toujours le créateur, mais qui n'a toujours pas d'ARE, avec pas d'indemnité chômage et qui veut grandir. Cette fois-ci, il dit allez, on y va, hop, on y va. Moi, je lui dis, vas-y garçon, ou vas-y fille, vas-y, fais une URL, fais une société à responsabilité limitée, tu vas pas pouvoir passer tes charges, récupérer la TVA, faire plein de choses. Bien évidemment, boum, toujours la prévoyance, toujours la responsabilité civile. Et puis, au bout de 24 mois, on se pose une question. Est-ce qu'on reste en URL? Est-ce qu'on reste à l'impôt sur les sociétés? Est-ce qu'on veut transformer pour des raisons X ou Y? La vie, malheureusement, est foutue que quand vous êtes gérant majoritaire, moi je dis toujours, quand on est gérant majoritaire, c'est sympa parce qu'on gagne un peu de fric, mais il faut être en bonne santé. Et quand vous n'êtes pas en bonne santé parce que vous avez une maladie orpheline ou un truc comme ça, vous ne pourrez pas avoir de prévoyance avec votre gérance majoritaire parce que les caisses d'assurance ne vous couvriront pas. Et c'est là où il faut peut-être un peu ruser et redevenir dans ces cas-là président pour pouvoir bénéficier d'une couverture qui soit un petit peu plus universelle et dans lequel on ne vous demandera pas si vous avez eu des maladies ou des problèmes effectivement de santé. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, les choses ne sont pas complètement cadrées directement. Et puis, le troisième et le final, c'est la personne qui se lance et qui va bénéficier de Pôle emploi. Voilà, des indemnités chômage. Donc, on suppose que c'est encore 24 mois pour ceux qui en bénéficient. Alors, je sais qu'il y a eu des réductions. Bon, certains, après, il y a des petites ruses. Alors, ça peut aller jusqu'à 36 mois dans l'absolu. Puis, dans l'absolu, on peut même aller jusqu'à 44 mois en rusant un petit peu. Et donc, concrètement, la SASU va s'imposer. Et on va prendre une prévoyance le 12e mois. Alors, pourquoi pas le premier mois? Parce que soit le premier mois, si vous n'avez pas de portabilité, soit tout de suite, soit au bout de 12 mois, si vous avez une portabilité avec une prévoyance. Je rappelle, la portabilité, c'est le moyen de bénéficier de votre couverture sociale antérieure pendant une durée allant jusqu'à 12 mois. C'est pour ça que j'ai parlé de prévoyance. Et l'avantage avec l'ARE, la SASU, c'est que vous allez pouvoir
commencer à vous verser des dividendes. Et puis, au bout de 24 mois, vous allez vous dire, tiens, j'ai plus l'ARE, est-ce que je reste en SASU? Est-ce que j'opte à l'impôt sur le revenu? Est-ce que je passe en URL ou est-ce que je reste en SASU à l'impôt sur les sociétés? Voilà. Vous voyez effectivement cette diversité. Alors, je vais un petit peu vite parce que je sais que le temps presse, mais concrètement, il y a des choix, des options qu'il faut exercer. Et encore une fois de plus, alors que ce soit chez nous, on pourra vous répondre, ou que ce soit chez un expert comptable, mais un vrai expert comptable, pas un faux, concrètement, il faut impérativement s'entourer de bonnes personnes pour comprendre. Et donc, c'est ce que je dis souvent quand on a des créateurs. Je leur dis, ne me parlez pas de technique, parlez-moi de philosophie, et ensuite, on vous dira quelle solution convient le mieux. Voilà très exactement. Donc, je vais faire une petite pause s'il y a des questions qui arrivent. J'étais peut-être un peu rapide. Je peux juste un peu répondre à l'oral, mais il y a une question sur l'ARE égale indemnité chômage, hein, c'est bien ça? Oui, on est tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'aide au retour à l'emploi. En fait, on bénéficie de deux choses lorsqu'on s'inscrit. Alors, Pôle emploi, je rappelle, hein, on s'inscrit à Pôle emploi suite à une rupture conventionnelle, suite à un licenciement, d'accord, ou suite à une démission dans lequel on est passé devant une commission administrative auprès de Pôle emploi parce qu'on a travaillé plus de 5 ans et qu'on a un projet et que c'est accepté. Par contre, démission, ça ne fonctionne pas. Abandon de poste, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Donc, pensez bien à ce petit détail. Ça compte parce que toucher pendant 2 ans de l'argent, tout en créant votre entreprise, ce n'est pas complètement neutre. En plus, l'avantage de la SASU, c'est que vous aurez 5% de votre ARE, ce qui n'est pas le cas de la micro-entreprise. Et en plus, vous pouvez compléter par des petites ruses, comme un loyer, comme ou des dividendes, qui vont pouvoir vous permettre effectivement de gagner un petit peu plus d'argent. Alors, Sandra, comment passer d'une micro à une SASU? Eh bien, c'est simple et complexe à la fois. Alors, la méthode brutale, hein, c'est fermer sa micro-entreprise, ou pas d'ailleurs, hein, parce que micro et SASU sont compatibles, hein, pour la petite histoire. Ce qui n'est pas le cas de micro et EURL, ça ne fonctionne pas. Hein. En fait, c'est parce que tous les deux sont au régime TNS et ça ne fonctionne pas, mais on peut très bien conserver sa micro et avoir une SASU à côté. Mais bon, supposons qu'on veuille fermer sa micro, eh bien on peut la stopper directement, puis basta, terminé. Maintenant, on a quand même des micros aujourd'hui qui font quand même du chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on conseille de faire pour éviter des problèmes avec l'administration fiscale, c'est de faire une valorisation de la micro-entreprise et de la vendre, ni plus ni moins, ou de l'apporter à la société. Ça permet tout de suite de dégager de l'argent. Ça permet aussi, si on s'est bien débrouillé, d'avoir quelques exonérations de plus-value. Bref, il y a quelques astuces qui peuvent être faites, mais c'est tout à fait jouable. Alors, j'ai d'autres questions peut-être sur le même changement. Ça coûte combien de changer de statut? Alors, ça coûte le prix, grosso modo, d'une création. Hein. Chez Doux, on est à 150 € d'honoraires pour pouvoir tout faire, c'est-à-dire le conseil, on demande 80 €, et après on demande 70 € si tout le monde est OK sur tout. Voilà, donc 80 € pour avoir un rendez-vous qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, ou 1 heure même d'ailleurs, et puis on s'intéresse, et puis si on est OK, eh bien, il faut verser les 70 € supplémentaires dans lesquels on aura le cabis, et il faudra rajouter les frais du CREF du tribunal de commerce, enfin il faut dire maintenant l'INPI, mais ça ne change rien, et les frais d'une annonce légale. Voilà, donc grosso modo à 450 €, on a quelque chose. Maintenant, lorsqu'on transforme une société dans une autre, par exemple SASU en URL, on aura des coûts à peu près similaires. Et quand tu passes d'une micro à une SASU, bah, c'est globalement le coût dont je parlais d'une création d'une SASU. Puis j'ai plus, mais je crois qu'on doit demander 80 ou 100 € pour faire une valorisation de la micro-entreprise pour savoir si ça vaut le coup ou pas. D'ailleurs, si ça ne vaut pas le coup, on arrête, hein, ça ne sert à rien. Mais voilà le coût. Donc, on reste quand même un cabinet. On a 18 juristes, hein, pour la petite histoire, hein, dont des avocats en droit des sociétés. Mais on fait énormément. C'est pour ça qu'on a des prix qui sont extrêmement bas. Et chaque personne a systématiquement un juriste pour créer sa société. Et vous le faites de chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer et tout arrive dans un temps rapide. Alors je dis ça, c'est un petit peu moins vrai. Avant, on faisait 24 heures, 48 heures maxi. Maintenant, suite au guichet unique, ça prend un petit peu plus de temps puisque l'État a réformé le système et ils ne sont pas très bons. Donc, en réalité, l'histoire, ça rallonge à peu près de 2-3 jours. Super, il y a d'autres questions, mais je te propose éventuellement
d'avancer, peut-être répondre. Il y a des choses que tu peux répondre directement dans l'onglet questions. Après, individuellement, il y a des cas peut-être plus précis. Et puis, si on voit si on a le temps de les reprendre à la fin, si ça doit. Ouais, ouais. OK. Alors, créer sa compta et simplifier son administratif. Pour faire ultra simple, gérer sa compta et simplifier son administratif, on n'est plus à l'époque de la boîte à 4, d'accord, hein, dans lequel vous apportez votre carton, enfin ce qu'on appelle une boîte à chaussures. Tout ça, c'est terminé. D'accord. Alors, ça existe encore, bien évidemment, hein, mais ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est vivre au XXIe siècle. Il y a quand même des grandes réformes qui sont en train d'arriver, notamment avec la facture électronique. Et actuellement, donc, ce que Doux préconise, bien évidemment, c'est de pouvoir véritablement gérer en temps réel sa comptabilité. Ça veut dire que chez Doux, par exemple, vous avez une application qui va vous permettre de voir en temps réel où est-ce que vous en êtes précisément. Quand je dis précisément, c'est que à chaque fois que vous connectez, certaines personnes disent tous les jours. Non, non, c'est pas tous les jours. Si vous allez 3 fois dans la journée, 3 fois, vous aurez des chiffres différents parce que notre système récupère les banques, va récupérer ici les autres données, vous permet d'avoir un dashboard en temps réel. Et donc, du coup, vous pouvez prendre quelque chose qu'on a créé, Doux, à l'époque, hein, donc c'était en 2015. Pour la petite histoire, je l'ai fait grâce à l'iPhone 3, où je me suis dit, si on est capable de voir du YouTube sur un iPhone, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir sa compta? Et c'est comme ça que je me suis lancé, et j'ai eu la chance de trouver des ingénieurs de génie, il n'y a pas d'autre mot, pour pouvoir faire le tout. Et donc, concrètement, le monde a changé. Et la comptabilité, pour moi en tous les cas, il y a bien évidemment l'alias fiscal, mais c'est avant tout le conseil. Et ça, c'est un point qui est hyper important, c'est qu'est-ce qu'un dirigeant attend. Alors, la plupart du temps, quand on est au courant de rien, on a toujours l'impression qu'il suffit d'envoyer l'IAS et puis on sera peinard. Mais la réalité, comme disait Adrien, on se trouve dans une situation où vous avez besoin de conseils. Alors, il faut s'entourer le plus rapidement des bonnes personnes. Et donc, concrètement, voilà le look. Alors, si tu veux, tu vois, Sonia, la démarche pour créer une SASU, bah, tu as juste à aller ni plus ni moins que création d'entreprise dans cette première page. Tu t'inscris et pop, tu seras rappelé directement. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et donc, ça, c'est le point d'entrée, on va dire, pour la création ou pour la comptabilité. Et puis, on a aussi une petite ruse, c'est que pour tous nos clients, qui le souhaitent, eh bien, on leur vend une prestation qui vaut 200 € hors taxe et qui va leur permettre de suivre une formation. Et cette formation va leur donner, accrochez-vous, 900 € de réduction sur leur impôt ou sur l'impôt sur les sociétés. Et donc ça, c'est un avantage, c'est que si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu ou que vous ne payez pas d'IS, ben vous êtes remboursé. Et ça, c'est la force, c'est qu'à la fin, lorsqu'on fait tous les calculs, Doux, globalement, comme c'est 79 € par mois, avec tout le système qui se met en route, grosso modo, ça vous coûte 400 € à l'année pour avoir des conseils d'alias fiscal, absolument tout. Et donc, il faut vraiment l'avoir. Et puis aussi, on a une chaîne YouTube qui est très fournie. Hein. On a 600, 700. Alors là, on voit uniquement que ma tête, hein, mais il y a d'autres personnes qui participent activement. Et donc, ça, c'est un point qui est important. Et donc, et puis, alors, on fait aussi des webinars, comme on est en train de faire. Hein, c'est pour ça que c'est une chose qu'on prend l'habitude de faire pour répondre aux questions de toutes les personnes sur des sujets comme les TVS, l'impôt sur le revenu et tout ce genre de choses. Donc, je vais essayer de répondre aux quelques questions que je vois. Dans le cas d'une SASU, est-ce qu'on peut se verser un petit salaire complété par l'ARE? Oui, c'est tout à fait ça. Ou est-ce qu'il faut avoir un salaire à zéro pour toucher l'ARE? Non. En fait, l'ARE, si tu te verses un salaire, eh bien, ça va diminuer ton ARE un mois si tu te prends trop, et ce sera retransformé en jours. C'est-à-dire que pour faire ultra simple, tu gagnes 2000 € par mois d'ARE et tu te donnes une prime de 4000 €. Eh bien, pendant 2 mois, tu toucheras 0 au niveau de l'ARE, mais par contre, au lieu d'avoir 24 mois de chômage, tu auras 26 mois, on te redonnera en fait l'argent que tu t'es donné. Joanne, est-ce que la SASU permet de continuer à percevoir notre ARE? Oui.
comment ça fonctionne en SAS quand nous sommes deux partenaires? Eh ben, soit vous êtes tous les deux à percevoir quelque chose, soit il n'y en a qu'un seul, mais dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Votre ARE, vous le percevrez. Il faut juste faire attention aux participations que l'on a, parce que pour toucher l'ARE, il faut quand même avoir un pourcentage, c'est-à-dire que soit avoir au moins 30% du capital, avoir une fonction comme dirigeant, et puis que l'autre personne n'ait pas plus de 50%. Donc il y a quand même quelques conditions quand même à vérifier. Paul, le sous-IAS ne permet-il pas d'avoir les avantages de la SASU sans les charges annuelles élevées chez l'ARE jusqu'en août en 2024? Alors, si, c'est pas mal, l'entreprise individuelle, c'est pas mal, mais encore une fois de plus, tu as un billet de 400 €. Tes peinards, c'est l'assurance la moins chère que tu peux exister. Dans ces cas-là, l'URL, moi, me semble mieux adapté. Et tu auras une assemblée générale une fois par an qui te coûtera 50 balles. Franchement, s'il y avait une assurance qui me disait avec 400 balles, tu n'as rien à craindre, je la prends tout de suite. Et 400 balles, c'est ad vieternam. Et donc, les frais de compta en entreprise individuelle ou en SASU sont les mêmes, hein, pour la petite histoire. Hein. Lise Anne, dans le dernier scénario, quel est l'intérêt de changer de statut de SASU vers? Eh bien, au bout d'un certain moment, on sait que les cotisations sociales sur un bulletin de salaire peuvent un peu effrayer. Et donc, parfois, il est utile, plutôt que de verser, parce que pour avoir 100 € dans les poches, il faut donner 86 € de charges sociales retenues et charges patronales. Alors que si on est en URL, ça va coûter que 46. D'accord? Ce qui est déjà pas mal, hein, qu'on réfléchit bien. Et donc, à un moment donné, ça peut être l'occasion de réfléchir sur ces cotisations sociales. C'est toujours comme ça. Bon, Théodore, combien coûte le changement de statut? On a déjà répondu, super. Et j'en profite pour lui faire un petit coucou au passage. Julia, si on souhaite avoir un associé, quel est le meilleur statut? SARL ou SAS? Et là, encore une fois de plus, tout dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions, il me semble, en tous les cas. Hein. Super, ouais, merci Patrick. Steve. Et moi, je trouve ça Voilà. impressionnant par rapport à quand j'ai créé il y a 10 ans. Déjà, les statuts qui ont pas mal évolué et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus adapté. C'est encore compliqué, c'est encore bien de se faire accompagner, mais c'est quand même beaucoup plus adapté entre ça, plus les outils comptables comme Dougs aujourd'hui qui simplifient et qui ont diminué les coûts de manière assez extraordinaire Ouais. d'avoir un expert comptable au démarrage. Ça rend les premières années quand même plus simple et c'est vraiment super. Ça facilite l'entrepreneuriat et on le voit dans tout ce qui est là et tous ceux qui peuvent entreprendre. Il y a une petite question qui était de Pascal qui disait: je croyais que depuis mai 2022, le statut EI était obligatoire pour les micros. Une micro-entreprise est une entreprise individuelle, il faut le savoir, mais avec un régime fiscal différent. C'est tout. Voilà. Donc, c'est pas depuis mai 2022, ça a toujours été comme ça. Voilà, c'était juste un petit pour répondre à la question de Paul. Non, pas de Paul, de Pascal. Et pour Vous répondre êtes à Paul, oui, il y a une offre. Hein, on en reviendra tout à l'heure, mais je laisserai Adrien lancer le débat. ça roule. Vous avez votre statut juridique, vous avez votre expert comptable, et donc on va repartir sur la stratégie, d'avoir votre stratégie, votre chemin à vous, les étapes, vu que les slides n'étaient pas passés, je crois, tout à l'heure, mais voilà, les magnifiques fleurs que vous voulez faire grandir. Deuxième chose, c'est de partir, il ne faut pas hésiter à partir en avance. J'ai un avis un peu tranché sur le sujet, mais avant même d'avoir créé juridiquement Neocamino, on avait un site, un blog, un réseau de contacts, des newsletters qui partaient, et on avait même déjà des clients. Et c'est vrai que le jour où on a déposé les statuts et on a eu notre cabis, on est allé direct à la banque encaisser les chèques. Et rien ne vous empêche de faire ça, et le plus vite, le mieux. Ça nous arrive d'avoir des entrepreneurs qui viennent nous voir, qui nous disent: ah, il faut que je fasse quelque chose parce que là, j'ai pas assez de clients et mon chômage s'arrête dans 3 mois. Et là, c'est un peu dommage parce qu'il a commencé quand même il y a un moment et il faut s'en préoccuper le plus tôt possible. Voilà, donc n'hésitez pas à lancer cette communication le plus tôt possible. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. J'ai un petit point. La France est un pays fantastique pour se lancer. Et franchement, plutôt que de laisser courir, comme tu le dis très justement, les ARE, il faut tout de suite se mettre dans un format on y va. Parce qu'en fait, le risque, il est ridiculement bas. Il n'existe pas dans l'absolu. Et moi, je pense en tous les cas que goûter au métier de l'entrepreneuriat, alors ça peut ne pas plaire, mais à la limite, si ça ne va pas plaire, autant le faire tout de suite. Comme ça, il n'y aura aucun regret. Et se lancer tout de suite. Et si ça marche, eh bien là, on sera super content. Voilà. Mais il ne faut jamais perdre de temps. Jamais.
Donc là, j'ai listé, il y a plein de choses qu'on peut démarrer plus tôt. Il faut voir que le cœur de votre entreprise, au final, ça va être vos clients. Sans vos clients, sans clients, il n'y a pas d'entreprise en réalité. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et donc, avoir un cabis, ça va être nécessaire et les clients, ça va être bien sûr indispensable. Donc, mettez-les bien en haut de votre liste de priorités. Avancez sur tous les aspects qui peuvent être juridiques, de préparation de votre entreprise. Il faut trouver des locaux, il faut faire tout ça. Et n'oubliez pas que la priorité numéro une, c'est de trouver ses clients parce que sinon, tout le reste, ça va devoir s'arrêter. Donc, allez-y dès maintenant. Foncez. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez passer des coups de fil, vous pouvez écrire un post LinkedIn ou Insta, prendre un rendez-vous avec NeoCalino pour faire votre stratégie digitale. Je vous mets un lien d'ailleurs dans le chat comme ça. Mais tout ça, vous pouvez le faire en fait dès la fin de ce webinaire. Et il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps pour le faire, quel que soit l'avancement de votre entreprise aujourd'hui. On avance. Quatrième point, c'est il faut vous entourer. Alors, Patrick l'a dit, on l'a vu, là, tous les conseils qu'il donne, toute l'expertise qu'il a sur le juridique et sur le reste aussi. On a un consultant un jour, enfin un coach, quoi, qui nous accueillait avec beaucoup de bienveillance, qui nous expliquait les 5 grandes parties d'une entreprise. Et au final, une entreprise, il y a des gens qui savent les faire marcher depuis très longtemps, qui sont passés par là avant vous. Et on sait comment faire marcher une entreprise, les RH, le management, la finance, le juridique, la communication. Tout ça, ce sont des sciences qui ne datent pas d'hier, qui sont plutôt abouties. Et en s'entourant des bonnes personnes, vous allez pouvoir développer plus rapidement et éviter un certain nombre d'écueils. L'autre chose importante à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas tout faire avec cette super agence Tourist. Ils ont chacun leur spécialité. Nous, chez NeoCamino, on a au moins 7 métiers différents qui sont spécialisés sur un aspect du marketing digital. Et ils font que ça. Toute la journée, ils se perfectionnent sur ce sujet-là. Voilà, tout comme il y a des juristes qui font que du juridique toute la journée et qui parlent à plein de gens, qui sont dans plein de situations différentes toute la journée. Donc, ces gens-là, quand vous allez les voir, ils ont des réponses. Rien qu'on a sur notre site, on a des guides et des modèles gratuits. Je les ai comptés tout à l'heure, il y en a 18 différents. Ça donne une idée de la diversité des compétences. Et là, je parle juste, on parle du digital, du juridique, il y a plein d'autres compétences nécessaires pour faire tourner une entreprise. Vous avez un choix important à faire, c'est de choisir ce que vous allez faire, vous, ce sur quoi vous allez monter, vous, en compétences, et ce sur quoi vous allez vous faire accompagner, ce sur quoi vous allez déléguer. Donc, forcément, je vous parlais un peu plus de marketing digital et de ce que nous, on fait ici, mais nous, on a appris ça au fil des 10 dernières années. Et donc, on a regroupé sur une même offre tout ce qu'il y a, la stratégie, une solution logicielle, le suivi, l'accompagnement pour que vous puissiez apprendre et aussi une équipe d'experts à qui déléguer des choses. Parce qu'on a vu que ça, c'était indispensable pour pouvoir avancer sur ce sujet du digital. Donc, vous pourrez aller voir, j'ai jeté un coup d'œil. Dans tous les cas, posez-vous la question de voilà, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, de qui est-ce que j'ai besoin de m'entourer, et le plus vite possible, aller chercher ces personnes et aller chercher aussi des outils. On en parlait sur la comptabilité, il n'y a plus besoin de cette boîte à chaussures avec ses papiers et il y a des solutions pour faire des choses de manière très simple. De la même manière sur le digital, sur le marketing, là, comme si on est bien équipé. On peut automatiser aujourd'hui dans NeoCalino, on peut automatiser des parcours d'email qui partent tout seuls. On peut faciliter la gestion de toute une base de contacts. Les outils font gagner énormément de temps et c'est important du coup d'être bien équipé. Parce que derrière, rien que vous, tout seul dans votre entreprise, grâce à ces personnes qui vous entourent, ces outils, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses et vous allez pouvoir passer plus d'étapes. Voilà. Je voulais vous parler d'un autre sujet. Là, vous voyez un peu la solution NeoCamino. Un autre sujet qui est intéressant, qui est vos prix. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète encore et encore quand on a des entrepreneurs. Et beaucoup n'assument pas leur prix. Ont tendance à dire, bon, je démarre, je suis moins cher. C'est normal, je lui fais un prix parce que c'est mon premier client.
attention à ça. Du coup, vous valez plus que ça. Alors, surtout, votre offre, elle a un prix, elle a une valeur qui dépend du client avant tout et pas de vous parce que vous démarrez. Donc, il faut que vous assurez que l'offre, elle est en cohérence avec le client et puis qu'elle est en cohérence avec les objectifs que vous voulez atteindre. Si vous, en marketing, hein, le prix, ça fait partie de ce qu'on appelle, c'est le marketing mix. Donc le prix est lié à votre positionnement. Si je propose une offre à 2000 euros à un entrepreneur qui se lance, il va dire 2000 euros, c'est cher. La même offre proposée à un dirigeant de PME qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, il fait bon, ah, c'est sympa votre offre, c'est une bonne offre d'entrée, c'est malin votre système. Et un dirigeant de grand groupe, pour lui, c'est une miette. Il dit 2000, c'est quoi votre truc, mais c'est pas intéressant pour nous. Enfin, ça n'a pas de valeur à ce prix-là. Donc le prix, ça doit vraiment être fonction de votre positionnement. Si vous le fixez bien dès le début, vous allez attirer les bons clients. En fait, diviser votre prix par deux ou par enlever 30%, ça risque de vous attirer les mauvais clients et derrière le mauvais bouche à oreille. Et du coup, vous perdez votre temps. Alors vous dites peut-être que vous faites les mains, peut-être que vous apprenez. Mais dans ce cas-là, au lieu de baisser le prix, offrez plus, mettez plus de temps, plus d'investissement. Et ce sera valorisé dans le bouche à oreille que vous obtiendrez des bons clients derrière. Donc voilà, vous pouvez assumer vraiment votre prix, c'est essentiel. Et puis, vous atteindrez plus rapidement aussi l'équilibre financier dont vous avez besoin. Un dernier élément que je voulais vous partager, qui est une bonne habitude que je vous invite à prendre et qui peut être génial dans les premiers temps de la création de l'entreprise, c'est d'écrire. C'est une excellente habitude et aujourd'hui, sur le digital, beaucoup du contenu est écrit, soit des publications sur les réseaux sociaux, des articles de blog. Donc, écrire, prendre des notes sur ce webinaire, par exemple, et l'utiliser comme premiers éléments de communication. Par exemple, rassembler tous vos contacts réseau, envoyer une newsletter sur l'avancement, partager des petites infos sur là où vous en êtes. Cette communication-là, déjà, elle est simple. Vous ne savez peut-être pas encore exactement ce que vous voulez dire, mais ça permet de maintenir ce réseau, de développer ce réseau. Et vous, ça vous permet d'apprendre plus vite, de formaliser vos idées, de vous former. L'écriture, ça a vraiment beaucoup de vertus au démarrage. Il y a des entreprises qui se sont entièrement développées autour des écrits de leurs dirigeants, à travers ou tout le démarrage, en tout cas, ça a été pour carrément leur stratégie de communication. Donc, sans forcément aller jusque-là, prenez l'habitude. Et voilà, invitez-moi sur LinkedIn si vous voulez. Moi, je serais ravi de vous lire. Et si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez commencer par nous faire un petit retour sur ce webinaire sur LinkedIn, par exemple. On sera ravi de voir ça avec Patrick. Notifiez-nous et ça peut être le moyen de démarrer cette bonne habitude. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des questions sur votre com, sur là où vous en êtes, sur les prix? Merci à tous les deux pour ce webinaire. En attendant qu'il y ait peut-être des questions qui arrivent de la part des participants, je vous partage dans le chat et vous allez aussi le recevoir par email juste après le webinaire, un petit lien vers un questionnaire de satisfaction. Pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous connaissez le fonctionnement. Ça nous permet d'avoir tous vos retours. Nous, c'est de la matière très importante pour nous, mais c'est surtout que vous pourrez récupérer le support de présentation du webinaire et puis demander à être recontacté, soit par Néo Camino pour Adriane, soit par l'intervenant du jour qui sera Patrick. Donc n'hésitez pas à remplir cette petite enquête. Nous, c'est très important pour nous. Je ne sais pas du coup s'il y a encore des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Ouais, je crois que vous avez il y a une question d'Anne qui a eu des échanges avec des gens de chez nous qui lui ont dit de faire un business plan avant d'imaginer une stratégie digitale. Alors, je ne sais pas le cas exact et je vais redemander, je vais regarder ça avec nos équipes, Anna, du coup. Le business plan, c'est un outil. Il y a des boîtes qui disent ah, ben, moi, j'ai tout développé, j'ai levé 100 millions et j'ai jamais écrit de business plan. Je dis bah, tant mieux pour eux. Ceci dit,
c'est un outil qui sert à poser ses idées sur papier, à se projeter, à conceptualiser, à réfléchir, à anticiper à ce qui peut arriver dans son business. Donc ça pose un certain nombre de choses. Typiquement, bah, là, il y a pas mal de gens qui ont des activités de conseil ou de service. Le business plan, il peut être très, très simple, mais c'est à combien vous allez vendre vos prestations, comment vous allez les packager, quel va être votre taux horaire si vous fonctionnez de cette manière-là, ou votre forfait jour à la journée. Et il faut pouvoir répondre à ces questions-là pour savoir derrière, bah, c'est combien de clients vous allez avoir besoin de recruter. Est-ce qu'ils vont acheter plusieurs fois dans l'année ou une seule fois dans l'année? Et donc, qu'est-ce qu'on met en face pour aller acquérir ces clients qui sont nécessaires pour faire survivre votre entreprise, parce que c'est l'enjeu des 100 premiers jours. Et donc, toute cette réflexion-là, tout ce business plan, il faut un minimum de choses pour aller sur une stratégie digitale. C'est ce qu'il faut savoir, quelles sont les ressources, qu'est-ce que vous êtes prêt à investir sur votre communication, qu'est-ce qui est raisonnable, quelles vont être vos marges. Voilà, ça peut encore une fois se faire de manière très simple, ces calculs-là, mais on ne peut pas aller développer une communication, investir sans avoir eu ces réflexions en amont, voilà, qui peuvent. Alors, Patrick, vous faites des business plans, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous proposez. C'est un expert comptable peut aider, et après des conseillers où nous on rentre parfois vraiment dans ces questions-là avec nos clients aussi. Oui, voilà. En fait, chez nous, nous faisons des business plans. Ça coûte 200 € hors taxe, parce qu'il y a un vrai travail, hein. C'est pas, il y a beaucoup d'allers-retours qui se font. Et c'est un travail de réflexion. Donc, Adrien, je te confirme effectivement tout ce que tu as dit. Il y a peut-être cette phase aussi de cohérence avec le projet. C'est-à-dire qu'un bon prévisionnel, c'est quand comment dire, ça transpire quelque part la stratégie de ce qu'on veut faire. Voilà, ça, c'est un bon prévisionnel. Voilà, c'est là où on est bien. Et certains prévisionnels peuvent se calculer aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel chiffre d'affaires on souhaite faire et on peut calculer ce que l'on appelle un seuil de rentabilité. C'est-à-dire un seuil à partir du moment où on paye des charges, on se donne un salaire et on se dit, ben voilà les chiffres d'affaires que je souhaite atteindre. Ça peut être bien aussi et ça permet aux gens aussi de se conforter en faisant quelques calculs de leur côté en se disant, ouais, bah, c'est peut-être jouable, effectivement. Je peux rebondir sur le commentaire de François qui nous dit que pour le consulting, le prix d'une prestation, il est lié au délai de réalisation. Et ça, attention, le prix d'une prestation, il est lié à la valeur que vous apportez à votre client. Vous pouvez regarder toujours les deux aspects. Combien ça vous coûte? Il faut regarder ça. Et après, on regarde le coût et puis on rajoute une marge. Et au final, la décision sur le prix, c'est combien est-ce que le client est prêt à payer pour que vous lui fournissiez la valeur que vous voulez lui apporter. Et donc ça, c'est là qu'il faut assumer la valeur, assumer cette valeur-là, en avoir conscience et construire votre offre pour justement maximiser la valeur que vous apportez au client. Et parfois, en fait, ce n'est pas une question de temps passé. En fait. Et justement, vous avez intérêt à ce que ce ne soit pas une question de temps passé ou pas uniquement une question de temps passé, et vous êtes bien efficient, après, bien organisé pour délivrer un maximum de valeur à vos clients. Alors, bien sûr, j'entends des gens qui vont réagir là-dessus, mais gardez ça en tête, c'est quelle valeur j'apporte à mon client et construisez votre tarification en fonction de ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a encore des petites. Une question de Chloé avec qui travaille sur sa stratégie commerciale. Mais, prenons rendez-vous, Chloé. Hein, venez voir chez Neokemino, échanger. On parle, on va du digital, on descend jusqu'au commercial. Au final, puisque les deux sont intimement liés, hein, c'est comment trouver des clients. Je crois qu'il y a aussi il y a un webinaire qui est prévu avec Questio bientôt ou dans les Folies Web. Oui. Allez regarder sur le programme, il y a des choses super intéressantes. Questio qui a une belle expertise sur justement comment structurer une équipe commerciale, une organisation commerciale. Alors, pour des boîtes peut-être un peu plus développées, mais il y aura des bonnes choses à prendre pour vous aussi, Chloé. Bon,
Chloé va prendre contact avec Neo Camino. Merci beaucoup en tout cas Patrick et Adrienne pour le temps que vous nous avez accordé ce matin, pour tous vos précieux conseils et vos retours d'expérience par rapport à tout ce que vous voyez passer au quotidien dans vos activités respectives. C'était très intéressant. Merci aussi aux participants d'avoir posé toutes ces questions. Alors il y a David qui n'a pas eu sa réponse visiblement. C'est plus pour Patrick. Il nous dit je retente ma chance. Quelle différence entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu? Ça va être très rapide. Lorsqu'on a un impôt sur les sociétés, la société paye son impôt et le dirigeant, lui, ne paye de l'impôt sur le revenu que soit sur les dividendes, soit sur les revenus qu'il a pu avoir. Ça, c'est le système de l'impôt sur les sociétés, sachant que toutes les rémunérations qu'il se donne vont venir baisser le résultat de l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est l'IS. L'impôt sur le revenu, c'est comme si la société n'existait pas. On fait rentrer notamment le résultat. Les salaires qu'on s'est donnés ne comptent pas, notamment la SASU hier ou le URL, l'impôt sur le revenu, et on se prend la totalité du résultat en pleine tête, j'aurais tendance à dire, au niveau de l'impôt sur le revenu. Et donc, le danger, c'est que si on venait à faire un gros résultat pour une raison X ou Y, sachant, je rappelle qu'en France, on monte à 45% de taux d'impôt sur le revenu, on risque de se trouver un peu démuni à un moment donné. Voilà. Donc, voilà, encore une fois de plus, il n'y a rien dans la réalité qui permet de savoir ce qu'il faut faire précisément, mais il y a quand même quelques techniques qui vont permettre de bien caler les choses. Et il est certain que, par exemple, si on se lance et qu'on est dans une zone franche, etc., il y a des avantages à être plutôt à l'impôt sur le revenu, alors que si on se lance comme en SASU et qu'on a l'ARE, le choix de l'IS me paraît mieux approprié tout au début, sachant qu'on peut changer, comme vous avez pu le voir. Voilà David, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il nous dit exaltant, super conseil et super philosophie, donc je pense que ça répond à la question, effectivement. C'est génial. Allez, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Un grand merci à tous les deux, en tout cas, pour votre temps. Merci à tous les participants pour votre dynamisme et toutes les questions qui ont été posées. C'était bien intéressant. Je vous invite à bien compléter la petite enquête de satisfaction que vous allez recevoir par mail. Et puis, je vous partage une dernière information pour les personnes qui sont dans ce webinaire ce matin, qui ont une entreprise qui a plus de 2 ans d'existence et qui a un chiffre d'affaires de plus de 15 000 euros, vous pouvez être intéressé par un accompagnement financé par l'État qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Vous voyez les petits critères d'éligibilité à gauche. Si jamais vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement donc financé sur des thématiques telles que la création de sites, les réseaux sociaux ou d'autres thématiques, je vous partage un petit lien dans le chat. Vous pouvez regarder ça à tête reposée et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur contact@lesfolieweb.fr directement. Alors Théodore, n'hésitez pas à nous préciser dans le chat avec qui vous souhaitez prendre rendez-vous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Adrienne, vous pouvez le contacter sur LinkedIn directement ou avec Dougs. Patrick, comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, il y a plusieurs manières. Tout simplement d'aller sur le site et dire tiens, j'ai une question. On a un système où on met, puis tiens, j'ai une petite question pour Patrick. Et ça m'arrivera, tout simplement. Eh ben, c'est top, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne continuation dans vos projets et je vous dis à bientôt pour un prochain événement Folie Web. Salut Patrick, salut Adrienne. Ciao, ciao. Merci beaucoup et bravo à tous. Merci, au revoir.